Quels sont les futurs possibles de la filière forêt-bois dans un contexte, on l'a vu, de réindustrialisation et de réduction des chaînes de production? Pour accueillir nos prochains intervenants, je vous propose ces images. Elles sont extraites d'un reportage de Patrick Zachman de l'agence Magnum. Grand photographe, grande agence aussi d'ailleurs. Il a documenté, Patrick Zachman, tout le processus de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis le début. Et les images que vous voyez sont des images qui sont extraites de son reportage. La restauration complète de la flèche conçue par Viollet-le-Duc nécessite environ 1000 chênes dont la récolte était prévue pour 2021. Elle a commencé en mars et parmi ces chênes, 8 chênes notamment avec une courbure spécifique de plus d'1 mètre de diamètre et plus de 20 mètres de hauteur. Ils seront nécessaires pour faire le bas de la flèche. Les arbres seront ensuite stockés pendant 12 à 18 mois pour atteindre un taux d'humidité inférieur à 30% avant d'être remis aux charpentiers. J'aimais bien l'image qu'utilisait Rémi Fouché, charpentier, dont les grands-pères n'étaient pas, ou grand-mères d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a les grands-pères, les grands-mères aussi, n'étaient pas encore nés au moment où ces arbres ont commencé à pousser. Pour introduire cette séquence, je vous propose de retrouver Anne-Laure Cattelot, députée La République En Marche et auteur du rapport « La forêt et la filière bois à la croisée des chemins ». L'arbre des possibles. Vaste programme. Anne-Laure Cattelot, vous êtes avec nous en visio. Bonjour. Vous êtes où? Vous êtes à l'Assemblée, là, non? Ça ressemble. Exactement, c'est pas très loin des 4 colonnes que vous connaissez forcément très bien, j'imagine. Que quelques journalistes connaissent. Il y a des confidences. J'espère que vous allez nous en faire quelques-unes. Alors, c'est le lieu des confidences, la salle des 4 colonnes. Est-ce que vous pourriez quand même avant tout nous rappeler les principales préconisations de ce rapport en quelques minutes, si vous voulez bien, puisqu'ensuite on aura tout le temps du débat? Alors, grosso modo, les quelques propositions un petit peu phares, c'est la première, à savoir doubler les moyens de la recherche, parce qu'on le sait très bien, en fait, la filière bois et la forêt est un secteur d'activité qui est essentiellement financé dans sa recherche par la recherche publique. Donc, il s'agissait d'un acte assez fort. Et à l'heure où les incertitudes dominent finalement la filière avec des inquiétudes liées au changement climatique, il s'avère important de pouvoir consolider en fait les connaissances et les compétences sur la forêt, mais également sur la filière bois en tant que telle. Donc, on va dire que c'était le socle de connaissances à renforcer. La deuxième, on va dire, préconisation importante, c'est celle qui est liée à la sylviculture. Et on sait qu'actuellement, un grand nombre de nos concitoyens sont touchés par le style de coupe et d'exploitation au cœur des forêts. Et il faut, je pense, en venir à réguler la méthode dite de coupe rase quand elle n'est pas justifiée par la crise sanitaire. Donc, voilà, j'allais dire, les 2 propositions un petit peu détonnantes, phares du rapport. La troisième, s'il fallait que j'en donne une, elle est celle quelque part de préparer les générations à venir. Et je pense qu'il est important maintenant de prévoir dans le socle de connaissances de nos jeunes des séquences en forêt, directement des sorties forêt, qui viennent appuyer à la façon des écoles scandinaves les connaissances théoriques qui sont apportées dans le cycle pédagogique de nos jeunes voilà, dès le plus jeune âge. Et puis, allez, je vais rajouter un dernier parce que je n'ai pas beaucoup parlé de l'aval. Il s'agit de la modernisation des scieries. Et j'ai quelques propositions forcément sur les investissements, tant auprès des petites scieries qui font, on va dire, 0 à 10 salariés, à 11 salariés, on va dire, et également l'investissement dans les grandes scieries et les grands transformateurs dont nous avons forcément besoin pour mettre un vrai coup de kick dans la construction en biosourcé, notamment bien sûr en bois. La filière bois, on l'a beaucoup dit depuis le début de ces états généraux, elle est paradoxale. Hein. Il y a beaucoup de forêts en France, du bois on en produit beaucoup, mais enfin on l'envoie à l'étranger. Il y a cette question de la transformation, la question des scieries est un morceau d'ailleurs du sujet que vous venez d'aborder. Est-ce que toutes ces mesures-là, elles sont de nature à vraiment permettre à la filière bois française de répondre à la demande française, qui est croissante? Parce que par ailleurs, quand on regarde, on a fait un article d'ailleurs à l'occasion de ces états généraux dans le monde pour le dire sur l'Île-de-France, la demande est croissante, ça devrait aller très bien au fond. Alors, on a plusieurs sujets en ce moment. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une demande croissante et l'État, quelque part, a poussé avec la réglementation environnementale 2020 la construction, le secteur de la construction a utilisé davantage de bois. Donc, on sait qu'elle est
actuellement déjà en croissance et que du fait de la réglementation voulue par l'État qui vient finalement orienter une politique publique du logement et de l'habitat, elle va être encore davantage croissante. On sait bien que la forêt française ne sera pas seule à absorber cette demande et que d'ores et déjà un certain nombre de professionnels requièrent du bois venant de Scandinavie, de Russie, d'ailleurs dans le monde. Et fort bien, il faut en partie importer et en partie utiliser les bois locaux. Les deux sont valables. La problématique globale que nous avons, en revanche, c'est que la matière première bois est en train de devenir une matière première stratégique dans le monde et même un outil, j'allais dire, de négociation commerciale. En ce moment même, vous avez une envolée des prix, notamment depuis la crise du Covid, et aussi parce que les États-Unis, suite à des mesures de taxation particulières entre le Canada et les États-Unis, la demande des États-Unis est en train de se reporter vers l'Europe. Et de même, la Russie prévoit de prendre certaines mesures dans ses accords commerciaux et on devrait avoir davantage de pression encore sur le marché européen. Donc le problème, c'est qu'on fait face à une rareté, au fond, qu'il faut mobiliser pleinement et entièrement et transformer en France pour en récolter quelque part les fruits en matière d'emploi. Parce que ça a peut-être été dit dans les présentations précédentes, mais en Allemagne, la même surface forestière génère le double d'emplois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on valorise chaque étape de transformation du bois directement en Allemagne et on exporte des choses qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Anne-Laure Cattelot, Donc, je vous redonne la parole dans allez-y. quelques instants, si vous voulez bien. Je vous propose d'entrer en dialogue avec les trois personnes qui sont sur le plateau. Et ensuite, vous entrerez aussi en dialogue avec celles et ceux qui assistent à ces états généraux. Je vous remercie. Et ces trois personnes sont Vanessa Giraud, bonjour, directeur. Alors, vous allez les uns et les autres vous emparer des micros qui ont été désinfectés, je précise. Donc, on peut carrément les poser sur le menton. On vous entendra bien. Vanessa Giraud, bonjour, qui est directrice de la stratégie et du fonds bois et écomatériaux chez BPI France. À vos côtés, Raphaël Ménard, bonjour. Bonjour. Qui est président du directoire d'AREP. Et l'on retrouve Paul Jarquin, président de Fibois Île-de-France, sur ce plateau. Réaction peut-être, je voudrais vous entendre tous les trois sur ce que vient de dire Anne-Laure Cattelot. Peut-être je commence. Nous, on est tout à fait en phase avec ça. Il se trouve que ce qu'on fait à la Banque publique d'investissement depuis 12 ans, c'est investir dans la filière bois française. Alors pourquoi ? Pour transformer notre ressource stratégique. On ne peut pas aujourd'hui penser bois, je dirais, sans penser à l'échelle mondiale. Le bois, il voyage. C'est une ressource stratégique. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit transformé sur nos territoires pour nos emplois et nos marchés. Et si on fait ça, franchement, on fait un pas pour l'écologie, on fait un pas pour le climat. Et c'est pour ça qu'on se bat depuis 12 ans. On en est au 3e fonds bois qu'on est en train de lancer. On est très content parce qu'on va dépasser l'objectif de levée de fonds de 75 millions d'euros. Donc on a fait un long chemin en 12 ans. Raphaël Ménard, est-ce que vous pensez que la nouvelle réglementation environnementale aura un impact réel sur le développement de la filière bois ? Est-ce qu'on va assez vite, assez loin ? Puisque visiblement l'enjeu est non seulement stratégique, vous l'avez dit, mais il y a une forme d'urgence. Alors en effet, il y a une urgence écologique. Alors moi je suis donc Raphaël Ménard et je dirige AREP, qui est une agence interdisciplinaire qui mélange à la fois des architectes et des ingénieurs. Et donc nous, notre sujet, c'est d'inventer un futur post-carbone. Et clairement, le sujet de la forêt, finalement, répond à un certain nombre d'enjeux systémiques. Ça a été rappelé d'ailleurs une table ronde précédente où il y avait Benoît Leguet qui rappelait que la forêt française s'était multipliée par 2 et un peu c'était aussi lié à l'essor du charbon. Donc là on arrive aussi peut-être à une nouvelle rareté, mais c'est une rareté aussi qui peut peut-être répondre au moins à 2 défis. Un défi qui est celui de la neutralité carbone et celui de la tension sur les matières et de ce qu'on peut appeler en tant que concepteur et donc nous qui sommes en effet des prescripteurs, on est quelque part des nouveaux prescripteurs, c'est-à-dire qu'on s'intéresse maintenant beaucoup plus à la façon dont les choses s'élaborent et se produisent. Et donc, la forêt française, on a, pour faire très simple, il y a à peu près 1/3 d'hectare par Français. 1/3 d'hectare par Français, c'est à peu près 1 tonne de CO2 qui peut être pompée et séquestrée, et c'est à peu près 1 mètre cube de bois tous les ans par tête de pipe. Donc, on est face à quelque chose où les flux pourraient s'équilibrer. Voilà. Paul Jarquin. Oui, peut-être dire qu'au niveau de la filière, le rapport d'Anne-Laure Cattelot a été très important. Il a été très bien reçu par l'ensemble des interprofessions et je dirais généralement par l'ensemble des acteurs de la filière. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même important de rappeler que la forêt, c'est 30% de la surface française et ça représente plus de 430 000 emplois aujourd'hui.
Alors, on faisait une comparaison avec l'Allemagne. Effectivement, l'Allemagne, c'est plus d'1 million d'emplois, alors qu'ils ont une forêt de 11 millions d'hectares par rapport à nous, 17 millions. Donc, si on faisait une règle par 3, on a un potentiel de créer 1 million d'emplois en France dans le secteur de la filière. Et est-il vrai que c'est compliqué de trouver des gens pour travailler dans la forêt? Vous-même, vous m'avez envoyé une vidéo en préparant ces états généraux, un très beau documentaire sur la forêt où on suit des bûcherons, notamment de la forêt de montagne dans les Pyrénées, si mes souvenirs sont bons notamment. Sacré boulot, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est vrai que la question de la sensibilisation du grand public, elle est vraiment très importante aujourd'hui pour le développement de la filière. On le voit bien, des événements comme ceux d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment très importants. Et tout à l'heure, on entendait parler du métier de paysan et le métier de bûcheron. En fait, c'est un métier un peu oublié, ou en tout cas dont on parle peu. Et souvent dans les débats, on dit il va falloir rendre le métier de bûcheron sexy. Et d'une certaine façon, c'est aussi de ça dont il est sujet, parce que c'est ces emplois qui sont certes des emplois du passé, mais peut-être des emplois du présent et en tout cas du futur. Et c'est sûr que même si dans l'état actuel des choses, on va devoir faire avec du bois local, mais on est dans une logique où il y a toujours un besoin extérieur. Mais en tout cas, dans les réflexions stratégiques, on doit vraiment développer aussi les outils pour rejoindre l'Allemagne. Il y a des pays nordiques aujourd'hui qui construisent déjà à 30% et qui ont des balances déficitaires positives. En France, on paie 7 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'on est le 3e poste le plus déficitaire de la balance commerciale française. Donc on a entendu parler avec 30% de forêt sur le territoire. Et avec 30% de forêt sur le territoire. Donc c'est quand même paradoxal. Il y a un mot qui a peu été prononcé depuis le début de cet après-midi, c'est le mot d'innovation finalement. Je voudrais bien vous entendre tous les 4 là-dessus. Est-ce qu'il y a des innovations qui vous semblent prometteuses, quelle que soit la nature de ces innovations? Ça peut être en termes d'instruments financiers, ça peut être en termes d'instruments législatifs, et puis l'innovation technologique ou les façons de travailler. Est-ce qu'il y a des innovations prometteuses, porteuses pour la filière bois? Anne-Laure Cattelot, je vous rends la parole. Alors forcément, je vais vous parler un petit peu d'innovation législative. On étudie en ce moment même le projet de loi climat-résilience issu donc de la convention citoyenne des 150 citoyens, et on a pu y insérer 2 choses intéressantes. La première, c'est que nous sommes venus modifier un article socle du Code forestier. C'est-à-dire que jusqu'alors, le Code forestier, il dit l'État, la nation gère et protège les forêts, les arbres, etc. Et grosso modo, à l'intérieur, il y avait des mesures générale indiquant ce que la forêt était censée faire pour la France. On y a mis des choses nouvelles. On y a mis qu'il fallait que la nation française préserve son puits de carbone forestier. Ça veut dire qu'on va devoir exploiter bien sûr nos forêts durablement, mais qu'au vu des dépérissements qu'on a du fait du changement climatique, nous allons devoir planter quelque part de nouvelles forêts. Et ça, c'est important. Ça veut dire que pour garantir que nous ayons finalement le même stock forestier existant, nous allons devoir faire croître cette forêt. Elle a beaucoup cru depuis un siècle, mais là, actuellement, à cause des dépérissements que nous avons face au changement climatique, nous allons devoir être très proactifs en forêt. Donc voilà. Et on y a mis également un élément important, c'est que nous avons valorisé les feuillus. Et parce que la filière française bois doit valoriser également les résineux, mais aussi les feuillus, qui, comme vous le savez, font principalement l'objet d'export. Et qu'est-ce que nous avons fait également? Il y a un programme national forêt et bois qui a été établi et signé en 2016, qui est un petit peu la grande charte et le grand pacte qui vient placer un petit peu la politique forestière nationale, qui se décline après régionalement. Et nous, on a dit qu'il fallait qu'ils soient, en fait, les députés, raccord avec la stratégie nationale bas carbone qui dit que la France doit être neutre en carbone en 2050. Merci beaucoup. Voilà, je vous coupe Anne-Laure Cattelot, parce qu'on a parlé de ce programme il y a quelques minutes, mais restez avec nous. Je vais vous repasser la parole dans quelques minutes. C'est surtout Joséfa Lopez qui va prendre vos questions à vous qui regardez ces états généraux. Je voudrais vous entendre sur ces questions d'innovation juste avant, en 1 minute peut-être. Alors, très rapidement, l'innovation, il y en a à tous les étages. Il va y en avoir pour protéger notre ressource, pour mieux l'exploiter. Et là, c'est fondamental. Il y en a dans les produits. Aujourd'hui, on n'est pas que scieur. On fait des produits bois pour la construction. Mais je vais peut-être laisser mes collègues parler sur ces sujets. Merci Vanessa. Écoutez, côté AREP, nous, on est depuis assez longtemps très en avance sur le bois dans l'architecture et même, je dirais presque, le bois dans l'infrastructure. Et donc, ça serait bien que le bois aille plus loin que dans l'usage domestique et qu'on réfléchisse presque à une sorte de bois héroïque. Donc, on l'a fait, par exemple, vous voyez, dans la gare de Nîmes-Pont-du-Gard avec de magnifiques poteaux en chêne, donc en feuillus. Et on a très envie aussi, vous voyez, de réinventer aussi ce que peut être une grande halle voyageur faite intégralement en bois. Je pense qu'on a un sujet globalement dans toute la chaîne de valeur, justement, depuis très amont et très aval, qui est aussi de réfléchir au bois à très faible impact environnemental. Et qu'est-ce que c'est aussi de construire en bois, débarrasser des énergies fossiles sur toute la chaîne, c'est-à-dire à la fois sur le transport, dans les scieries, etc. Alors les feuillus, vous les citez, Anne-Laure Cattelot les a cités. On va même leur consacrer un zoom dans ces états généraux tout à l'heure. Paul ?
Je pense qu'il y a une innovation qui est importante à parler dans la filière, c'est la marque Bois de France. Aujourd'hui, ça a été initié par la FNB, mais la filière donc, a travaillé pour réfléchir sur les questions de traçabilité. Parce qu'on se rend compte dans tous les secteurs de l'économie, aujourd'hui, les consommateurs veulent savoir d'où viennent leurs produits. Donc la marque Bois de France, elle permet de tracer de la forêt jusqu'au scieur et jusqu'au constructeur l'origine des bois. Et c'est aussi en développant ce type, parce que c'est à la fois une marque, donc du marketing, mais des solutions concrètes qu'on va permettre d'inverser aussi la courbe de la balance commerciale et de refaire du local et d'une certaine façon aussi pousser les industriels à s'adapter à nos forêts et à nos essences et pas forcément l'inverse. Les États généraux, c'est du débat sur le plateau, du débat en visio, mais surtout aussi du débat avec vous et vos questions. Et je cède de nouveau la place à Joséfa Lopez. Merci Emmanuel, merci à vous d'être parmi nous sur ce plateau et à vous de nous suivre peut-être depuis le début de l'après-midi ou alors vous nous rejoignez, mais en tout cas, pas de panique, vous pourrez revoir cette émission en replay sans problème. La première question est d'actualité, donc je ne vais pas cibler l'un d'entre vous pour y répondre, donc vous allez lever le doigt pour me dire qui veut se lancer. Une question de Jean-Claude. Dans le contexte actuel, pourquoi avoir sacrifié des centaines de chênes centenaires pour faire la charpente de Notre-Dame alors que des techniques plus performantes existent ? Est-ce que l'un d'eux vous veut se lancer ? Alors, Catelot. J'allais dire comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, une forêt dans ma circonscription a contribué à hauteur de 100 chênes, on va dire, sur les 1100 demandés. Ce que je dirais peut-être à Jean-Claude, c'est de se dire quelles sont les techniques attendues. Moi, je ne connais pas beaucoup d'autres matériaux qui, à l'heure actuelle, en fait, tout simplement repoussent. Ne vient pas utiliser des énergies qui sont à durée déterminée ou en stock déterminé. Quand on voit effectivement l'usage des stocks de sable par la Chine, ce qui est absolument édifiant, sur les dernières années, comparé, j'allais dire, aux usages du sable sur l'ensemble du XXe siècle par les pays développés jusqu'alors, alors on se dit que dans tous les cas, il faut trouver des éléments importants dans la construction qui nous permettront de ne pas épuiser de façon trop rapide ces stocks-là. Parce qu'on a quand même dans tous les cas besoin de sable nouveau pour un certain nombre de produits. Et donc, à l'heure actuelle, je ne connais pas meilleur matériau qui à la fois stocke du carbone, repousse. Et en ce moment même, on est en train de replanter des futaies Notre-Dame pour qu'en fait, dans 300 ans, on puisse trouver, pour s'il y avait besoin pour quelconque raison, des chênes spécifiques qui sont des chênes de grande qualité charpente pour reconstruire des cathédrales. Voilà. Je vous vois réagir en plateau. Non, parce que en fait, c'est aussi ce chêne qui cache peut-être un débat plus large encore sur la question patrimoniale et la question mémorielle. Et donc, je sais qu'en tout cas, chez mes confrères architectes, ça a suscité des tribunes et des réactions. Donc, il y a le sujet, en effet, du bois et de savoir est-ce qu'on fait comme la reconstruction aussi d'autres cathédrales dont les toitures ont été endommagées par des incendies et refaites en béton ou en acier. Ça pose aussi clairement la question du plomb et dont on sait là, pour le coup, qu'il y a eu quand même des conséquences sur des questions de pollution qui ont été prégnantes. Donc je pense que le débat ne s'arrête pas qu'à la question d'une reconstruction d'ITOL existant et en biosourcé pour cet édifice si singulier. Voilà. Une question sur les exportations, une question de Sylvie. Si la France exporte beaucoup, c'est aussi parce que les prix dans l'Hexagone sont plus bas que dans le reste de l'Europe. Donc déjà, est-ce que vous le confirmez ? Pourrait-on interdire l'export de grumes comme cela est fait dans d'autres pays ? Moi, je trouve que c'est une question qui est vraiment très intéressante. J'ai une amie journaliste qui travaille en Russie et actuellement, la Russie est justement en train de réfléchir sur du protectionnisme parce que suite à la montée des prix, ils ne veulent plus qu'il y ait de produits qui s'exportent de façon transformée, qu'il y ait que des produits transformés qui s'exportent et justement pas des grumes. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on réfléchit au fait qu'on exporte dans l'ensemble des pays et nous, on n'a plus de bois localement, ça pose la question de est-ce qu'à un moment donné, il pourrait pas y avoir des réflexions sur de la taxation ou une forme de protectionnisme à la fois écologique et sur notre ressource. Donc, c'est pas forcément à moi d'y répondre, mais en tout cas, c'est une question, je pense, très intéressante et d'actualité. Le protectionnisme, justement. Oui, pardon, donc là, on parle à l'échelle de l'Europe, parce que la Russie, évidemment, le Gabon en son temps, 2010, a aussi... donc bien sûr, on peut se protéger, mais à l'échelle de l'Europe, il y a déjà des choses qui ont été faites, notamment sur les ventes publiques, puisqu'on parle du chêne, en l'occurrence, le fait qu'il doit être transformé en Europe plutôt que de partir, etc. Mais il faut savoir que tout ce qui est soft law, tout ça, c'est très très bien. Mais si on veut vraiment agir, il faut agir
avec une action qui fasse du sens et agir collectivement au niveau de la filière. Sinon, vous pouvez mettre toutes les règles que vous voulez, vous trouverez toujours une façon ou une autre de quelque part utiliser cette règle. Donc il faut une intelligence collective sur cette question. Juste sur la question quand même de pourquoi est-ce qu'on exploite notre forêt, il ne faut quand même pas oublier que ce qui nous arrive là, le Covid, grâce au Covid, on a émis 15% de carbone en moins dans l'atmosphère l'année dernière. 15% en moins. En 2050, il faut qu'on fasse moins 80%. Et vous voyez comment on a vécu tous pendant un an. C'était pas super. Enfin, ça nous a quand même toujours. Donc, il faut savoir que quand on coupe des arbres, quand on coupe des chênes qui sont exploités par nos industries pour nos marchés, ce qu'on fait, c'est que le chêne, quand il croît, en fait, il va pomper. Enfin, il va absorber le carbone, donc il va faire son office de puits de carbone. Et quand on va le couper, en fait, il va stocker ce carbone et il va venir en substitution de matériaux qui sont beaucoup plus carbonés. Donc là, en fait, on a à la fois l'effet on stocke le carbone et on a aussi l'effet on évite le carbone. Et ça, c'est fondamental parce que si on veut demain avoir moins de gaz à effet de serre, il faut non seulement stocker, mais il faut aussi éviter des émissions. Il y a ces deux effets dans la filière bois. Alors, une question Pardon, allez-y. J'allais juste rebondir, si vous me permettez, vu que c'est en plus d'un propos législatif, c'est que en fait, le label UE, effectivement, marche bien pour protéger quelque part les commercialisations et les transformations de bois issus des forêts publiques, donc communales et ONF. Sur le privé, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Le droit de la concurrence est à une échelle européenne, donc quelque part, la réflexion devrait être à l'échelle européenne pour se protéger fondamentalement. Parce que c'est vrai que, comme je dis au début, le bois devient à nouveau un matériau stratégique, notamment un matériau de souveraineté. Et il est vrai qu'il faut se poser la question, parce qu'au moment où on a États-Unis, Russie, qui sont en train d'émettre des réglementations, ou en tout cas de s'interroger aussi sur leur propre souveraineté, ou sinon de se reporter sur le marché européen, il ne faut pas qu'on devienne après le marché idéal pour tous ceux qui veulent protéger leur forêt, ou en tout cas l'exploiter durablement, et en tout cas transformer après le bois chez eux et avoir toute la valeur ajoutée chez eux. Donc il ne faut pas être quelque part le dindon de la farce, mais de l'autre côté, il faut après aussi avoir des mécanismes incitatifs. Et pour moi, les plus beaux mécanismes incitatifs pour que la filière forestière elle ait envie de bosser avec la filière bois et avec la construction bois, c'est les marchés publics. Le PJL, le projet de loi sur le climat, en parle pour valoriser la transformation et l'achat local. C'est les aides. Je pense qu'il faut conditionner les aides actuellement. Le fonds de renouvellement forestier, il a bien marché, mais il mérite peut-être d'être davantage conditionné, parce que je ne veux pas qu'on aille subventionner un produit à 80% et qu'après ce produit-là s'en aille hors de France et hors d'Europe surtout. Je trouve ça dommageable. Et après, c'est les outils fiscaux. Voilà. Donc, c'est les 3 outils à la disposition de la France pour faire quelque chose. Et donc, vous nous avez parlé d'outils pour justement rendre cette filière plus accessible, peut-être. Didier nous disait la filière bois représente 450 000 emplois environ. Mais est-ce qu'on investit assez dans ce secteur ? Et tout à l'heure, Paul Jarquin, vous disiez qu'il fallait rendre cette filière plus sexy pour attirer les gens, pour y travailler. Comment on fait ? Je pense que déjà, organiser des événements comme celui-ci, on comprend bien un peu tous les enjeux. Parce que moi, je le disais en introduction, mais on est vraiment sur des questions de société. Les visites en forêt et de reconnecter vraiment les urbains, et pas que les urbains d'ailleurs, mais tous les citoyens à leur forêt et à la ressource, parce que on a toujours été amoureux de la forêt à côté de chez nous. Et aussi de la communication, et de montrer que c'est des métiers d'avenir, parce qu'en fait c'est des métiers derrière lesquels il y a beaucoup de sens. Aujourd'hui, de dire je vais développer la bioéconomie, je vais développer la construction bois, je m'engage en tant qu'un architecte qui va construire exclusivement en bois, tout ça, ça crée aussi des vocations chez les gens. Et je pense que c'est... Moi, 2 éléments aussi, parce que je vois que Madame la députée qui est peut-être à l'Assemblée, donc je crois que ses collègues qui sont au Palais Bourbon, qui est la Chambre des territoires, on pourrait imaginer que le tiers finalement des sénateurs représente la forêt. Ce serait déjà, ça les rendrait sexy. Je pense que ce qui rend sexy aussi, c'est pour le coup, c'est aussi tout ce que ça convoque en termes de renouvellement finalement dans l'imaginaire justement du bâtiment, de l'architecture. Et donc là, on voit que même il y a des architectures absolument fascinantes qui sortent et qui rendent justement toute la filière et le bois sexy. Et puis, j'ai pas tout à fait répondu tout à l'heure à la question du journaliste sur la question de la réglementation. Et c'est vrai qu'on a par exemple la RE 2020, donc la nouvelle réglementation environnementale et énergétique qui donne certains critères sur la construction bas carbone, dont en particulier sur un critère, pardon si c'est un peu technique, mais qui est du stockage de carbone biogénique. Donc autrement dit, toute la filière des biosourcés, donc il y a le bois et pas que, il y a aussi évidemment tout ce qui la construction en fibre végétale, ou aussi tout ce qui construction avec la paille, etc., qui est aussi un impact très fort et qui aide tout ça à rendre tout sexy. Voilà.
On a parlé architecture, construction, etc. Là, on a une question un peu conso de Pierre qui nous dit aujourd'hui, acheter des meubles made in France, donc en bois, coûte assez cher par rapport à des meubles achetés dans d'autres pays. Peut-on espérer que ça change dans les prochaines années ou, à l'inverse, est-ce que c'est le bon prix chez nous et du coup, il faudrait organiser cela? Je pense qu'il y a un choix éthique du consommateur. Je vous passe la parole juste après. Non, mais juste dire que on le sent quand même de plus en plus. Voilà, il y a un choix éthique du consommateur. Peut-être qu'on va trouver de plus en plus de gens qui aujourd'hui sont contents d'acheter local, sont contents de savoir que derrière, c'est des bûcherons, des acteurs de la filière qui ont transformé les matériaux. Et puis après aussi, plus on va s'organiser, plus on va se structurer, et plus on va aussi avoir des économies d'échelle et une capacité à devenir compétitif. Comme dans tous les autres domaines. Pour terminer, Anne-Laure Cattelot, vous vouliez répondre? Je crois que vous êtes figé. Vous nous entendez? Alors, ça y est, je vous ai retrouvé. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, j'imagine que Pierre ne sait peut-être pas qu'il y a même des meubles Ikea qui sont fabriqués en France avec des panneaux français. J'ai eu l'occasion de visiter une belle entreprise de 700 salariés en Alsace. Et moi, je pense qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour le designer, le menuisier qui a envie demain de refaire des meubles français en massif, etc. Et il y a aussi de la place pour des meubles, on va dire, voilà, dans des premiers achats et puis surtout dans les premiers prix. Donc, comme l'a dit Paul Jarquin, tout dépendra aussi de la capacité de la filière demain du meuble français à se réautomatiser, se moderniser et faire des économies d'échelle. Mais il y a aussi de la place pour de petits designers. Et on voit bien que c'est un petit peu le mouvement qui est en train de se faire, notamment sur d'autres domaines d'activité, la cosmétique, l'alimentaire, etc. Et bien sur les meubles également, ça fait partie de ces secteurs d'activité nouveaux où en fait la consommation un peu post-Covid se retourne à nouveau vers le modèle français, vers des AOP qui existent sur du bois français. Et bien sûr, comme l'a dit Paul Jarquin, aussi sur ce nouveau label qui permet d'identifier le bois de France. Un dernier mot en quelques secondes, Vanessa Giraud. C'est juste pour rassurer en fait la personne qui a posé cette question, c'est qu'en fait les prix des meubles vont augmenter. Aujourd'hui, il y a une tension extrême. Il y a de la tension sur les panneaux, il y a de la tension sur en fait tous ces marchés-là, et le bois va être sous tension et les prix vont augmenter. Et donc je pense que le local va retrouver quelque part sa place. C'est équilibré en fait. Exactement. Puis il y a aussi le réemploi et la réutilisation du bois aussi, parce que là, on n'est que dans une logique un peu de flux, et donc il faudrait imaginer qu'il y ait tout le temps de l'amont qui soit là pour servir la filière, mais c'est aussi une question extrêmement précieuse, à la fois dans le design, à la fois en architecture, qui est aussi de réutiliser, de réemployer du bois qui est là depuis de très longues années. Et donc, Merci à vous quatre et merci de nous suivre. N'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions. Et je laisse la parole à Emmanuel Davidenkoff, qui vous retrouve de ce pas. Merci beaucoup Anne-Laure Cattelot. Restez encore 2 secondes avec nous si vous voulez bien. On a un petit jeu depuis le début de ces États généraux. C'est un jeu qu'on doit à la linguiste Henriette Walter qui est à mes côtés et qui a publié une majestueuse histoire du nom des arbres. Restez aussi avec nous. Alors Paul, vous n'avez pas le droit de jouer parce que je vous l'ai déjà faite la question. Donc on va laisser tomber. Donc c'est des questions autour du vocabulaire des bois. Alors voyez-y un pur hasard, hein, parce qu'on parle de politique. Ceci dit, c'est quelque chose qui peut être pratiqué dans l'hémicycle, en aucun cas par vous. Je vais vous demander si vous connaissez l'origine de l'expression « langue de bois ». Pourquoi parle-t-on de la langue de bois pour décrire voilà, des choses qui sont pas... Aucune idée, formidable. Vanessa? Moi, je suis très mauvaise en langue de bois. Je pense que certains l'ont particulièrement. On est d'accord. Restez, vous allez avoir la réponse dans 3 secondes. je donne ma langue au chat, oui. Langue au chat? Je suis très mauvaise en langue de bois. Bon, bonne réponse aussi. Henriette, la langue de bois, d'où vient-elle? Alors, à l'origine, ce n'est pas la langue de bois, c'est la langue de chêne. Parce qu'en fait, c'est une expression russe qui signifie langue de chêne et qui représentait les grands bureaux de l'administration russe avant la Révolution. Oui, on parle pas. Alors c'était des gens. On parle pas encore de Staline et des Soviétiques. C'est bien avant. C'était avant. C'était du temps du tsar. Exactement. C'était du temps des tsars et on n'avait jamais de réponse. C'est-à-dire que ces gens-là ne répondaient pas. Ou s'ils répondaient, ils y répondaient à côté. Ils parlaient en fait pour ne rien dire. Et les bureaux immenses étaient en chêne. Et donc en chêne. Voilà pourquoi le chêne. Et je ne sais pas pourquoi on a transformé le chêne en bois, peut-être pour dire que c'est plus général.
Voilà, et ben vous connaissez maintenant toutes et tous l'origine de cette expression. Donc il faudrait dire la langue de chêne plutôt que la langue de bois. Je vous le dis en russe, spasiba balchoy, et merci beaucoup, Henriette Walter. On se retrouvera pour une dernière séquence de jeu. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde. Nos états généraux se poursuivent.